Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État a reçu ce matin la délégation tunisienne d'hommes d'affaires en visite à Djibouti. Aux États-Unis, troisième nuit de heurts et de violence à Saint-Louis après l'acquittement d'un policier blanc pour le meurtre d'un Afro-Américain. Bonjour à tous et l'on entame ce journal par le président de la République Ismaël Omar Guelleh qui a reçu aujourd'hui en fin de matinée au palais présidentiel les femmes et hommes d'affaires tunisiens qui participent donc aux travaux de la conférence devant établir un partenariat économique et prospecter des projets de développement commun devant hâter le décollage économique des deux pays. Cette délégation donc de patronat tunisien est formée de 35 membres. Elle est conduite par M. Bassem Louki, le président de la Tunisie African Business. Et donc, pour nous en parler en précision donc, sur ce sujet, Ahmed Hamed nous rejoint. Donc, bonjour Ahmed. Bonjour Fardous. Sur quoi donc on portait essentiellement cette discussion donc, entre les 35 membres donc, qui sont venus de Tunisie et le chef de l'État? Donc en effet, Fardous, les patronats tunisiens, les hommes d'affaires et femmes d'affaires de la Tunisie ont rencontré donc aujourd'hui le chef de l'État et les voies et moyens de promouvoir et de développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues à l'identification de nouveaux pôles de collaboration possibles entre les deux parties, outre le président de la Tunisia Africa Business Council, Bassem Loukil, l'ambassadeur de Tunisie résident à Addis Abeba, Sahbi Khalfallah, a pris part côté tunisien à cette rencontre et côté djiboutien ont assisté à cette rencontre le ministre auprès de la présidence en charge de l'investissement Ali Ghela Oubakar et le président de la chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé. Alors Fardous, cette première conférence économique tuniso-djiboutienne s'était donc ouverte hier au Djibouti Palace Kempinski. Le travaux donc de cette conférence se poursuivront jusqu'à demain. Il faut rappeler donc Fardous que c'est une première conférence donc qui a réuni les hommes d'affaires et patrons djiboutiens et tunisiens et qui ont échangé durant cette rencontre sur les atouts et potentialités que propose la République de Djibouti et la Tunisie. Le secteur politique et économique, privé comme public, ont pris part donc à cette conférence. D'un côté, la République de Djibouti qui possède d'énormes atouts et une richesse naturelle très importante, et la Tunisie qui se propose être l'acteur Fardous de référence pour une meilleure coopération sud-sud, favorisant ainsi le développement durable et la prospérité partagée en faveur des populations africaines. Merci Ahmed Hamed. Sur les précisions de cette rencontre avec le chef de l'État, rappelons que la conférence s'est ouverte hier au Kempinski Palace. Et poursuivons donc la série des interventions, l'ambassadeur de Tunisie à Djibouti qui réside à Addis Abeba, Sahbi Khalfallah, et le président du Conseil tuniso-africain pour les affaires, M. Bassem Loukil, se sont félicités de cette rencontre avec le président Guelleh. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République de Djibouti et nous avons été touchés par l'amour et l'amitié qu'il porte au peuple tunisien. Cela nous incite à travailler et à œuvrer ensemble, a ainsi déclaré l'ambassadeur. Pour M. Loukil, il existe une synergie parfaite entre les deux pays. Déclaration que je vous propose d'ailleurs de suivre. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président ce matin, justement, et nous avons été profondément touchés par l'amour et l'amitié qu'il détient au peuple tunisien, à la Tunisie en particulier. Ça nous a beaucoup touchés, ça nous a encore incité à vraiment travailler et œuvrer à ce que les relations économiques entre ces deux pays reprennent en force. Et je pense que tous les membres de la délégation tunisienne qui sont reconnaissants aujourd'hui à l'accueil qui leur a été réservé grâce aux consignes et aux instructions de Monsieur le Président sont convaincus du potentiel qu'offre ce pays et regardent le Djibouti en tant que pays frère et partenaire économique réel pour aller accéder au marché du Coméza, un marché très important pour nous. Et je pense que le Djibouti ne peut être que le meilleur partenaire potentiel pour ce partenaire. Beaucoup d'investissements sont prévus, beaucoup de projets de partenariat
ont été étudiés et sont en cours de déclenchement en ce moment. Je pense que vous allez nous revoir davantage, plus souvent ici en Djibouti. Et je pense qu'on ne peut pas demander plus que ce que Monsieur le Président nous a offert aujourd'hui. Les bras grands ouverts, toutes les facilités. Il nous a à maintes reprises rappelé que nous étions chez nous. C'est très important, et que toute l'administration est à notre disposition pour réussir ces projets. C'était un honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République. Je dirais que tout est bien qui finit bien, et la visite chez Monsieur le Président n'est que le meilleur, n'est-ce pas, aboutissement de cette visite. La délégation tunisienne d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui sont venus à Djibouti aujourd'hui, durant les quelques jours qui ont précédé, est une panoplie de secteurs en Tunisie. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il existe aujourd'hui une synergie parfaite entre les deux parties. Et je suis certain que dans l'avenir, les relations ne seront que meilleures, et nous allons bien sûr procéder au suivi de cette visite, et en principe les deux parties vont encore se développer main dans la main, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se développer seul. Il faut bien sûr créer des partenariats, et le meilleur partenariat qu'on pourrait construire aujourd'hui, c'est celui avec Djibouti. Le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawalé, a pour sa part indiqué que Djibouti tient à tisser avec les amis tunisiens les meilleurs liens pour attirer de plus en plus d'investisseurs. Prenons la parole à son tour. Le ministre en charge des investissements, Ali Ghali Aboubakar, a souligné que la Tunisie a toujours été aux côtés de la République de Djibouti, et ce depuis notre accession à l'indépendance. Ce sont des instituteurs tunisiens qui ont d'abord remplacé les coopérants français, a-t-il rappelé. La Tunisie a été toujours à notre côté. Comme vous savez, la Tunisie, à l'accession de notre indépendance, ce sont les instituteurs tunisiens qui ont remplacé les coopérants français à Djibouti. Deuxièmement, au moment de mettre le programme de l'université de médecine à Djibouti, ce sont les Tunisiens qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, cette mission consiste à prospecter sur Djibouti. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que toutes les possibilités existantes en Afrique doivent être profitées aux Africains. Il faut que ce soit les Africains qui profitent de toutes les opportunités qui existent en Afrique. C'est pour ça que les Tunisiens, ils ont le savoir-faire. Ils sont déjà sur certains pays de l'Afrique. Donc on veut que les Tunisiens investissent à Djibouti. Donc c'est une mission de prospection. Ils vont prospecter toutes les possibilités qui peuvent exister pour que ces secteurs privés, les 35 sociétés qui sont venues à Djibouti, puissent investir à Djibouti. Et chacun, il représente un secteur spécifique. Donc, dès qu'ils vont décider, je suis certain qu'ils seront de retour pour mettre sur pied leur projet qui leur convient. L'actualité s'agissant de la coopération entre Djibouti et le Japon, le responsable de l'agence japonaise de coopération, la JICA, M. Sadate Kouachi, a organisé samedi dernier au Sheraton Hotel une présentation des rapports d'activité de 3 jeunes volontaires du progrès, donc détachés par la JICA pour venir en appui à différents services. Ces 3 volontaires qui ont servi 2 années durant sont mademoiselle Mikora Anoya, affectée à la direction de l'agriculture et des forêts d'Amboli, et la contre
contribuer au reboisement en ville et à la sensibilisation sur les questions environnementales dans les écoles. Quant à Mademoiselle Tanaka Yuki, enseignante DPS au collège de Fukuzawa, elle a diversifié le contenu de l'éducation physique et des activités sportives. Elle a contribué ainsi à l'organisation de mouvements d'ensemble lors de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance. Et enfin, Monsieur Yusuke, professeur de sciences au collège de la Palmeraie, a introduit de nouveaux cours d'observation et expérimentation. Tous donc ces volontaires du progrès ont été félicités lors de leur rapport par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mayoub, et de M. Tariq Mohamed Ismail, conseiller technique du ministre de l'Agriculture, ainsi que de M. Kaduka Tanakari, chargé des affaires de l'ambassade du Japon. Parallèlement, ces rapports de présentation, donc une exposition sur la culture japonaise a été organisée. Celle-ci a attiré de très nombreux visiteurs djiboutiens et étrangers. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Questions migratoires. Les tentatives de passage vers l'Europe ne faiblissent pas. Plus de 3000 migrants ont été secourus en une semaine au large de la Libye. Donc, ces questions migratoires en Libye et Italie est toujours ouverte pour 3000 membres. C'est le nombre de migrants secourus en une semaine par les gardes-côtes libyennes. Pour nous en parler sur ce plateau, Samatar Saïd nous rejoint. Bonjour Samatar, quelles sont donc les précisions sur ce qui se passe concernant la question migratoire vers l'Europe qui ne faiblisse plus? Eh bien, juste pour vous dire un peu plus, les sauvetages dont le nombre est le plus élevé annoncé depuis le mi-juillet montrent que la route migratoire entre la Libye et l'Italie est toujours ouverte. On peut dire 3000, c'est le nombre de migrants secourus en une semaine par les gardes-côtes libyennes, dont 12 opérations distinctes effectuées au large des côtes ouest du pays. Selon un responsable de la marine libyenne, c'est le nombre le plus élevé depuis le mi-juillet. Cela fut la preuve que la route migratoire entre la Libye et l'Italie, les pays européens les plus proches, n'est pas totalement fermée malgré la chute du flux migratoire entre ces deux pays. L'Italie, qui a enregistré 6500 arrivées depuis le mi-juillet, soit à peine 15% de la moyenne enregistrée sur cette période entre 2014 et 2016. Cette chute de flux migratoire a eu lieu après un accord intervenu entre des responsables libyens et l'italienne entre lundi et vendredi. Les gardes-côtes libyennes ont pu secourir 2082 migrants clandestins de différentes nationalités dans 9 opérations de sauvetage, a indiqué le général Ayoub Qasim, porte-parole de la marine italienne, ajoutant qu'une femme avait été retrouvée morte parmi les rescapés. On peut dire aussi que 1047 autres migrants ont été secourus samedi dans 3 opérations distinctes. La plupart des interventions des gardes-côtes libyennes ont eu lieu au large de la ville de Zawiya, à 50 km de la capitale de Tripoli. Zarvaïta, plus de l'ouest, les migrants secourus ou interceptés sont conduits dans des centres de rétention où ils sont détenus dans des conditions épouvantables. Ils sont par la suite répartis par l'aide de l'Organisation internationale pour la migration. Et pour finir, aux États-Unis, pour la 3e nuit de heures consécutives, ont opposé des manifestants et des policiers blancs qui a froidement abattu un Afro-Américain. L'annonce du verdict a été acquittant le policier blanc responsable de la mort d'un homme noir provoqué des manifestations violentes à Saint-Louis. La ville américaine Saint-Louis reste hier sous tension après cet acquittement de violences qui ont entraîné l'annulation de 2 concerts ce week-end. Des manifestants ont lancé hier soir des projectiles et des débris divers sur les forces de l'ordre et plusieurs vitrines de magasins ont été détruites. Les rassemblements au départ pacifiques où une fois vitrines dégénérées, à moins 35 personnes ont été arrêtées depuis vendredi, jour du verdict. Le 11 membres des forces de l'ordre locales ont été blessés dans les affrontements. Les manifestants dénoncent un racisme institutionnel. Ils ont annoncé qu'ils entendaient mener des actions de blocage pendant plusieurs jours pour protester contre ces verdicts acquittants du policier. L'affaire a été suivie au niveau national. Elle est sous le prisme des relations tendues entre la police et la communauté noire, après plusieurs grandes affaires noires tuées dans des circonstances troubles par des policiers blancs. Et celle particulièrement sensible à Saint-Louis, ville dont la banlieue a été froid d'émeutes en 2014 après la mort d'un jeune homme, Michael Brown, à Ferguson.
Merci Samatar sur ces précisions concernant donc la 3e nuit de heure à Saint-Louis. Et pour finir donc nous allons vous montrer cette image qui parle donc d'une exposition sous la mer. Il s'agit donc d'une exposition à New York. Donc c'est un musée sous-marin que vous pouvez donc le voir sur ces images. Voilà, c'est tout pour cette édition de 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.